Imaginez ceci. Vous êtes au milieu d'une dispute animée. Vous avez les faits en main et vous savez exactement quoi dire pour vous défendre. Mais au moment où vous ouvrez la bouche, quelque chose vous trahit. Votre gorge se serre, votre voix tremble et des larmes brûlantes commencent à couler sur votre visage. Pourquoi votre corps vous sabote-t-il au moment précis où vous avez besoin d'être fort? Comment une colère pure et justifiable se transforme-t-elle en un symbole de faiblesse? Le pire n'est pas la colère elle-même. C'est l'impuissance écrasante de voir le visage de l'autre personne passer à la pitié, ou pire, de penser que vous jouez la victime pour les manipuler. Mais avant de vous en vouloir d'être trop fragile, il existe une vérité biologique cachée qui change tout. Décodons ce phénomène psychologique frustrant pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre cerveau et pourquoi ces larmes de colère signifient quelque chose de complètement inattendu. La société nous a conditionnés à croire que pleurer est strictement une expression de tristesse, de vulnérabilité ou d'un manque de force émotionnelle. Lorsque vous versez des larmes au milieu d'un conflit, les gens s'empressent de vous étiqueter à tort. Ils pourraient vous rejeter en disant que vous êtes trop sensible, supposer que vos sentiments sont facilement blessés, ou croire cyniquement que vous utilisez les larmes comme une arme pour manipuler le récit. Mais voici la vérité qui bouleverse complètement cela. Les larmes de colère n'ont absolument rien à voir avec la tristesse. Au lieu de cela, elles sont le symptôme physique indéniable d'une surcharge du système biologique. Selon une étude marquante de 2013 du Dr Ad Vingerotz de l'Université de Tilburg, un chercheur de premier plan mondial sur les pleurs humains, les larmes émotionnelles sont fondamentalement différentes des larmes ordinaires. Elles contiennent des concentrations élevées d'hormones de stress, comme l'hormone adrénocorticotrope, ACTH, et la prolactine. Lorsque votre système nerveux sympathique est poussé à sa limite absolue par une rage intense, votre corps déclenche de force les pleurs comme mécanisme de refroidissement d'urgence pour évacuer ses neurochimiques et rétablir l'équilibre physique. Votre corps ne s'effondre pas. Il essaie désespérément de s'autoréguler. Mais la vraie question est, pourquoi votre système nerveux spécifique choisit-il les larmes plutôt que les cris? Si votre colère se fond en pleurs, c'est parce que votre psychologie possède trois traits sous-jacents que la plupart des gens comprennent complètement de travers. Trait 1. Le syndrome du goulot d'étranglement émotionnel. Lorsque vous êtes furieux, votre cerveau est soudainement inondé par un tsunami de logique, de frustration et d'un besoin désespéré de justice. Vous avez tout un script mental prêt à être déployé. Pourtant, lorsque vous essayez de parler, vous vous heurtez à un paradoxe exaspérant. Vous avez trop à dire, alors vous finissez par ne rien dire du tout. Pensez à cette fois où vous aviez préparé un argumentaire impeccable pour affronter un patron toxique. Mais au moment où vous vous êtes assis, votre mâchoire s'est bloquée, vos mains ont tremblé et des larmes sont tombées à la place. Les gens interprètent souvent ce silence comme de la lâcheté ou un manque d'arguments valables. Mais scientifiquement, vos mots subissent un blocage biologique. Selon le concept de l'amygdale hijack, détournement de l'amygdale, formulé en 1995 par le psychologue Daniel Goleman, une colère intense place le centre de la peur de votre cerveau, l'amygdale, dans un état d'alerte rouge. Pour survivre à cette menace perçue, le cerveau détourne l'énergie de la pensée logique et supprime activement l'aire de Broca, la région responsable de la production de la parole. Vous n'êtes pas faible. Votre centre de langage est littéralement temporairement paralysé. La prochaine fois que vous sentirez cette boule étouffante dans votre gorge, reconnaissez-la comme un point d'étranglement physiologique plutôt que comme un échec. Arrêtez de forcer les mots à sortir et demandez une courte pause. Avez-vous déjà été si furieux que vous avez pleuré par pure frustration face à votre propre incapacité à parler? Mais c'est là que cela devient vraiment fascinant. Parfois, ces larmes ne coulent pas parce que vos mots sont piégés. Elles coulent parce que vous menez secrètement une guerre contre votre propre empathie. Trait 2. La guerre entre l'ego et l'empathie. Si vous vous identifiez comme une personne hautement empathique, vous pourriez être intimement familier avec ce paradoxe épuisant. Vous êtes furieux et votre ego désespère de riposter et d'exiger justice. Pourtant, au fond, vous êtes absolument terrifié à l'idée que vos paroles dures endommagent la relation de façon permanente. Vous pourriez vous retrouver dans une situation bizarre. Vous êtes furieux contre votre partenaire, mais dès l'instant où vous le voyez tressaillir ou avoir l'air contrarié,
votre rage faiblit. Au lieu de crier, vos yeux s'embuent. Ces larmes sont essentiellement un drapeau blanc interne. Alors que votre système nerveux sympathique vous hurle de vous battre, votre système nerveux parasympathique, la partie de vous qui aspire à la connexion et à l'harmonie, écrase le frein. Une étude révolutionnaire de 1985 du biochimiste Dr. William Frey a découvert que les larmes émotionnelles stimulent la libération d'endorphines, les analgésiques naturels du corps. Biologiquement, pleurer est la tentative de votre corps de réduire la détresse émotionnelle et de signaler un désir inconscient de lien social, même quand votre esprit veut partir en guerre. Pour naviguer dans cela, vous devez apprendre à pratiquer l'empathie délimitée. Vous pouvez vous soucier profondément de quelqu'un tout en refusant fermement d'accepter son comportement toxique. Cette contradiction interne nous pousse vers le troisième trait, et c'est peut-être la prise de conscience la plus amère de toutes, expliquant pourquoi ces larmes portent souvent le poids lourd et tacite de tout votre passé. Trait 3, la rage non autorisée, l'accumulation de la répression. Souvent, vous ne pleurez pas à cause de la dispute immédiate qui se déroule devant vous. Vous pleurez pour les centaines de fois où vous avez dû ravaler votre fierté, compromettre vos limites et dire poliment « tout va bien » quand ce n'était absolument pas le cas. Des observateurs extérieurs pourraient vous regarder et supposer que vous réagissez de manière irrationnelle à un problème trivial, comme sangloter de manière incontrôlée parce que votre partenaire a oublié d'acheter un article d'épicerie spécifique. Mais en réalité, vous pleurez sur le sentiment étouffant d'avoir été négligé au cours des 3 derniers mois. C'est le scénario ultime de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Psychologiquement, cela s'enracine dans ce que le célèbre psychiatre Carl Jung a exploré à travers son concept de l'ombre. Lorsque vous réprimez continuellement votre colère pour maintenir la paix, elle ne disparaît pas par magie. Elle fermente dans votre inconscient. Cela déclenche un déplacement émotionnel où votre rage accumulée finit par éclater sous forme de larmes dans des situations totalement sans rapport et apparemment mineures. Avez-vous accumulé silencieusement vos frustrations juste pour maintenir une paix fragile? Jusqu'à présent, vous avez vu que les larmes de colère sont tout sauf simples. Mais la plus grande question demeure. Qu'est-ce qui, dans votre passé, a précisément programmé votre cerveau pour qu'il opte automatiquement pour les larmes au lieu de la colère? Pour comprendre réellement pourquoi votre cerveau opte par défaut pour les larmes, au lieu d'exprimer directement sa colère, nous devons nous pencher sur votre environnement d'enfance et le câblage complexe de votre système nerveux. Si vous avez grandi dans un foyer où l'expression de la colère était strictement interdite ou lourdement punie, où vous étiez conditionné à croire que les enfants qui se disputent sont méchants, ou où la propre rage d'un parent était imprévisible et terrifiante, votre cerveau en développement a appris une leçon de survie cruciale. La colère est dangereuse. Elle menace le lien émotionnel avec vos soignants, ce qui, pour un enfant, équivaut à une menace pour sa survie. Selon les travaux pionniers du psychologue britannique John Bowlby sur la théorie de l'attachement, les enfants adaptent leurs expressions émotionnelles à tout ce qui maintient leurs soignants proches et garantit leur sécurité. Par conséquent, votre esprit subconscient a développé un mécanisme de défense ingénieux, bien que frustrant. Il convertit automatiquement l'émotion hautement volatile de la colère en une émotion beaucoup plus sûre et socialement acceptable, la tristesse. Votre environnement vous a appris que les gens sont beaucoup plus enclins à pardonner, plaindre ou réconforter une personne qui pleure qu'une personne en colère et provocatrice. Au-delà du conditionnement de l'enfance, il existe également une raison biologique profonde en jeu, la recherche de l'homéostasie. Lorsqu'une colère intense culmine, votre corps est inondé d'adrénaline et de cortisol. Pour vous empêcher de faire de l'hyperventilation ou une véritable attaque de panique, votre cerveau déploie les pleurs comme une soupape de sécurité d'urgence. Les larmes purgent physiquement les hormones de stress, forçant votre corps à revenir à un état de base stabilisé. Pleurer quand on est en colère est, en fait, un incroyable mécanisme d'autoprotection conçu par votre propre biologie. Cependant, se cacher constamment derrière ce bouclier biologique protecteur comporte un risque invisible à long terme que vous devez absolument reconnaître avant qu'il n'érode définitivement votre estime de soi. Bien que la compréhension de la biologie profonde et de l'histoire derrière vos larmes soit très valorisante, nous devons faire attention à ne pas romantiser ce phénomène.
Permettre systématiquement à vos larmes de vous réduire au silence ou laisser les autres utiliser votre état émotionnel comme une arme contre vous, en utilisant vos pleurs comme une excuse pour rejeter votre colère tout à fait valable, peut devenir un obstacle toxique à votre épanouissement personnel. Il est essentiel de reconnaître que le système nerveux, l'historique des traumatismes et le contexte culturel de chacun façonnent différemment la façon dont il gère les conflits émotionnels intenses. Par conséquent, vous ne devriez jamais vous qualifier de faible, mais vous ne devez pas non plus utiliser vos larmes comme un bouclier permanent pour éviter le travail difficile consistant à fixer les limites nécessaires. Avertissement. N'oubliez pas que ce contenu est uniquement à des fins éducatives et introspectives et ne doit jamais remplacer un conseil psychologique professionnel ou un avis médical. Alors, comment faire enfin la paix avec cette réaction physiologique accablante et reprendre notre parole au cœur du moment? En fin de compte, pleurer quand on est en colère n'est pas un signe de faiblesse ou une tactique de manipulation. C'est la voix désespérée d'un esprit traitant une surcharge cognitive écrasante, la rébellion silencieuse de votre profonde empathie et le lourd résidu d'une vie entière à ravaler ses limites, juste pour maintenir la paix. Mais souvenez-vous de ce point essentiel. La prochaine fois que des larmes brûlantes menacent de couler lors d'un conflit, ne vous mordez pas la lèvre pour les retenir. Prenez une grande inspiration et donnez-vous la permission de vous éloigner pour que votre corps puisse achever sa réinitialisation biologique. Vous n'avez pas besoin d'être de sang-froid pour être fort. Avez-vous déjà vécu cette paralysie émotionnelle frustrante? Comment y faites-vous face habituellement? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette introspection vous a apporté de la clarté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'exploration psychologique approfondie.